Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Julien Balistreri, qui est Chief People and Organization Officer du groupe ETIAS. Le groupe ETIAS est une entreprise belge qui regroupe différentes expertises. L'assurance tout d'abord avec ETIAS, l'informatique avec sa filiale NRB, le leasing avec ETIAS Lease et toute une série d'autres activités périphériques au métier d'assurance. Le groupe compte 5500 personnes réparties sur l'ensemble du territoire. Il réalise environ 4 milliards de chiffre d'affaires. Julien est un homme d'action qui fait avancer les choses. C'est un leader pragmatique et structuré qui valorise la proximité et l'authenticité. Nous parlerons de culture, de leur programme Young Talent, de transparence, de data, de courage et d'audace et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Julien Balistreri, Chief People and Organization Officer pour le groupe ETIAS. Tu es un enfant de la maison, Julien. Tu as fait à peu près toute ta carrière chez ETIAS, non ? Oui, exact, Frédéric. J'ai un parcours qui est un peu atypique, en tout cas que certains pourraient qualifier d'atypique, car en dehors d'une courte infidélité professionnelle au Canada, j'ai fait toute ma carrière chez ETIAS. Alors j'y ai fait mes premiers pas il y a 20 ans, comme stagiaire, puis comme étudiant. C'est là que j'ai découvert le métier de RH, mais aussi une culture d'entreprise, une vision, et ça m'a donné envie de rester. J'ai eu l'occasion, durant ces années, d'exercer différents métiers RH. J'ai passé par le recrutement, la formation, un rôle de HR Business Partner pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je dirige les ressources humaines avec un périmètre qui est élargi, c'est-à-dire que je m'occupe des ressources humaines, mais pas que des ressources humaines. Je pilote la fonction pour l'ensemble du groupe qui, comme je te le disais avant de commencer ce podcast, est composé aujourd'hui de plus ou moins 5500 collaborateurs et dans des métiers aussi variés que l'assurance, l'IT ou le leasing. Ça fait donc 16 ans que je suis chez ETIAS et ça fait 20 ans que je suis en relation avec ETIAS. Bon, alors comment de stagiaire on devient Chief People and Organization Officer ? En travaillant beaucoup, en obtenant des résultats sans doute. Ce que j'ai envie de te répondre, c'est que le parcours peut sembler un peu linéaire finalement quand on compare aujourd'hui le chemin que peuvent parcourir d'autres pairs au niveau RH. Moi, je pense que ça illustre surtout la durabilité et l'évolution qui est possible au sein d'une même entreprise. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre finalement aux jeunes recrues ou aux jeunes collaborateurs qui rejoignent ETIAS. Une carrière, elle peut être longue, mais elle ne doit pas être figée. Et la condition, c'est évidemment de rester curieux, de se remettre en question, de s'ouvrir aussi en permanence à ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est peut-être ça le bémol d'une carrière de ce type-là, c'est que on a une vue un peu unique sur l'organisation, et donc ça nous oblige à ouvrir nos pavillons, à développer un réseau pour pouvoir capter ce qui se passe ailleurs. Et je fais un lien, si tu veux, Frédéric, avec aujourd'hui on parle beaucoup de sustainability, et pour moi c'est vrai aussi dans les pratiques RH et dans la gestion des carrières finalement. Comment est-ce qu'on peut, en tant que professionnel RH, rendre une trajectoire professionnelle durable ? Ça, c'est un sujet que je trouve assez passionnant. Magnifique. Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a vraiment propulsé dans ta carrière ? Est-ce qu'il y a un moment où il y a une différence qui s'est passée ? Mais je dirais que un élément qui est un peu un moment de charnière pour moi, c'est le moment où on m'a confié et où j'ai accepté de sortir de ma zone d'expertise RH pour apprendre d'autres métiers. Donc, j'ai eu l'occasion de développer alors je ne vais pas parler d'expertise, mais un socle de compétences suffisant en immobilier, en leasing, en informatique, en assurant soit le lancement d'ETIAS Lease, en portant les projets immobiliers d'ETIAS avec le déménagement de notre siège à Liège, la transformation de notre bâtiment à Assel. J'ai assuré un ad intérim de quelques mois en tant que CDTO, Digital and Transformation Officer chez ETIAS. Et finalement, c'est un moment de bascule parce que, un, j'adore apprendre, et deux, parce que c'est pour moi la clé d'une carrière durable. C'est-à-dire que je vois ça un peu comme un cercle virtueux. Plus on réussit à créer de la valeur finalement dans d'autres domaines que les RH, plus j'ai le sentiment que j'ai du poids et de la légitimité au niveau de mon activité RH, et réciproquement. Ensuite, je pense que
ça me permet et ça permet à mes équipes d'être réellement connectés au business, de comprendre les enjeux, les contraintes et les différentes réalités. Et enfin, je pense que ça change aussi le regard que peut porter un conseil d'administration, un comité de direction, des collaborateurs sur finalement la fonction RH. Alors, on n'est pas qu'un centre de coûts et on est un acteur stratégique. Je prends l'exemple sur la partie leasing. On a transformé ce qui était un service interne en centre de profit en capitalisant finalement sur une expertise RH qui était bien ancrée chez Etias. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc, le fait d'avoir élargi ta fonction et d'avoir montré d'autres compétences t'a donné une crédibilité encore plus élevée que quelqu'un qui n'aurait fait que sa fonction de ressources humaines. Je Alors, en pense. même temps, c'est dans celle-là que tu as construit ton expertise de carrière. Comment à un moment on prend des fonctions dans des domaines où on n'a pas spécialement une expertise? On s'entoure. Il n'y a pas Ouais. de secret, on s'entoure. J'ai j'ai la chance de travailler avec un CEO qui est inspirant. C'est le principal conseil managérial qui me donne, c'est de s'entourer de gens plus compétents que soi. Et donc, C'est ce qu'il a fait alors. pour pouvoir acquérir un socle de compétences suffisant dans ces métiers-là, je me suis entouré, je me suis beaucoup documenté, je me suis formé et surtout on a exercé, on est rentré dans les dossiers, dans les projets et c'est la meilleure façon d'apprendre. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour te féliciter pour le nouveau siège social d'Etias à Liège, où tu m'as déjà invité. C'est absolument remarquable, hein, non seulement comme objet d'architecture, mais comme espace de travail. Là, on est vraiment dans la modernité, hein. On est dans la modernité, ça correspond à une nouvelle façon de travailler. Je pense que c'est un bâtiment qui permet d'offrir les meilleures conditions de travail à nos collègues, c'est important. Et puis, soyons français, aujourd'hui, je pense qu'un bâtiment, c'est aussi un facteur d'attractivité des talents. On a envie de travailler dans un endroit qui est lumineux, qui est sain, avec des espaces qui permettent aux collaborateurs d'échanger. Le monde du travail a profondément évolué ces dernières années et l'émergence du télétravail ou la généralisation du télétravail est un élément important, ce n'est pas le seul. Et on vient davantage aujourd'hui au bureau pour rencontrer, se connecter, échanger. Et je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout du geste, également en termes d'infrastructure. Et c'est ce que nous avons fait. On a déménagé le 27 mars de cette année. Donc c'est encore tout frais, ça sent encore un peu la peinture. Et c'est remarquable quand on arrive chez vous, on sent tout de suite un accueil et une convivialité. Ça m'avait marqué quand j'étais venu. Alors d'abord, il y a un truc que j'ai jamais vu nulle part. On communique sa plaque de voiture pour entrer dans le parking. Et quand on arrive, il doit y avoir un scan quelque part. Et l'écran dit, m'a accueilli moi en disant, voilà, bienvenue Frédéric Nolf. Alors on se dit, bah, on est vraiment attendu. Et puis à la réception, il y a un barista, on nous propose un café, etc. On voit que c'est pour le personnel aussi. Donc vraiment, ça respire un esprit d'accueil et de convivialité. On pourra en parler si tu le souhaites, mais je pense que c'est aussi des éléments en termes d'organisation, d'infrastructure qui permettent de faire vivre la culture d'entreprise. Bah Donc, oui, la bien culture sûr. d'entreprise, elle n'est pas figée et elle est le résultat aussi de toutes ces connexions que les collègues peuvent avoir, notamment au bureau. Il n'y a pas que les fêtes d'entreprise qui permettent aux collègues de se connecter entre eux. Et on a été vigilant à ça dans la construction du bâtiment, en offrant toute une série de lieux de rencontre, de lieux d'échange pour nos collègues. Et le barista en est un. Et le matin, les collègues prennent un petit café ensemble avant de commencer leur journée. C'est un moment de convivialité et d'échange. Mais ils ont beaucoup de chance. On reparlera de la culture d'Etias un petit peu plus tard dans cet entretien. Euh, Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré dans ta carrière? C'est toujours compliqué de lister des noms parce on va en oublier certains et certains qui peuvent être très importants. Euh, je dirais d'abord que l'inspiration, elle est partout. Chaque jour dans mes échanges, je rencontre des personnes qui nourrissent et qui m'aident à grandir, que ce soit évidemment dans le cadre professionnel, amical ou familial, que ce soit dans mes équipes ou avec mes pairs. Et si je dois identifier cette semaine-ci le nombre d'interlocuteurs qui m'ont inspiré au moins sur une dimension, la liste est longue. Mais je vais quand même répondre à ta question. Je vais éviter la langue de bois. Alors, je l'ai déjà cité au début de ce podcast, Philippe, mon CEO. Bien sûr. Je le trouve particulièrement inspirant dans sa capacité à anticiper, à porter une vision claire, à construire un plan stratégique en fédérant les équipes autour de cette vision. Je trouve ça vraiment
impressionnant. Et on travaille ensemble depuis 20 ans, parce qu'il a été DRH avant d'être CEO. Oui, c'est Donc ce on que j'avais travaille ensemble depuis 20 ans et j'apprends encore chaque jour à ses côtés. Ah oui, tu dois être un des rares DRH qui a comme CEO un ex-DRH. Exact. Alors, c'est, je pense, très, très riche parce que, il comprend les enjeux, il comprend le métier, il me challenge beaucoup, ce qui est utile pour progresser. Donc, oui, je pense que c'est plutôt une force d'avoir un CEO qui a exercé cette fonction-là auparavant. Et peut-être un deuxième nom, François Pichot, qui est une figure évidemment bien connue dans le monde RH. Ça a été un de mes enseignants et ça a sans doute été l'enseignant le plus passionnant que j'ai rencontré. C'est lui qui m'a fait prendre conscience de la dimension stratégique de la fonction RH. Et c'est lui qui m'a donné envie de m'investir pleinement dans ce métier avec exigence et passion. Alors, je lui ai jamais dit, et donc c'est François, si tu nous écoutes, merci pour tout. On attirera son attention, François, donc est enseignant, un de nos grands enseignants RH belges à l'Université de Liège. Hein. Récemment pensionné. Récemment pensionné. Ah ben, écoute, je l'ai vu cette semaine dans un congrès. Je ne pense pas qu'il a fait état de son nouveau statut. Chouette. Alors, est-ce qu'il y a des convictions que tu as en matière de leadership dont tu pourrais faire état? Oui, sans doute. Bien que ce soit une question sur laquelle je pense qu'on pourrait discuter des heures, parce que le leadership n'est pas figé ni universel. D'accord. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait une bonne réponse par rapport à ça. Il y a des réponses qui sont adaptées à une entreprise, à une culture, qui peuvent très bien fonctionner à un endroit et être totalement un échec ailleurs. Je dirais que pour moi, tout commence par l'alignement avec l'environnement, et donc comprendre le contexte, les personnes, les enjeux, et adapter son style. Mais adapter son style en restant authentique, ça veut dire sans jamais se dénaturer. Et ça, c'est un élément qui me semble universel, si tu veux, l'authenticité. Je pense qu'on peut lire tous les best-sellers sur le management, suivre toutes les formations possibles, les meilleurs coachings qui existent sur le marché. Il n'y a rien qui a plus d'impact qu'un leader qui reste profondément lui-même. L'authenticité, ça crée la confiance. Et je pense que sans confiance, on ne sait pas embarquer les équipes. Donc ça, c'est vraiment un élément qui me semble indispensable. Et puis dans mon quotidien, je résumerai ma vision du leadership autour de 3 axes. La proximité, être là, écouter, être présent sur le terrain, prendre le temps d'un mot dans un couloir d'un café informel pour capter des signaux qui parfois sont faibles, créer des espaces où la parole est libre. Et c'est ces petits gestes quotidiens qui construisent, à mon avis, la confiance et la cohésion des équipes. Deuxième axe, à mon avis, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire aligner ses paroles et ses actes. On ne peut pas se contenter d'annoncer une vision, de donner un cap ou de fixer des objectifs. Il faut montrer la voie, je pense, s'engager et être sur le terrain avec les équipes pour aussi battre le rythme. Alors, savoir célébrer les succès, c'est évidemment important. Je pense qu'on ne le fait pas assez ou qu'on ne le fait pas partout. On le fait chez nous. Mais je pense que célébrer les succès, c'est bien, mais il faut aussi être présent dans les moments de doute ou les moments de tension. Donc, c'est pouvoir aussi avoir le courage d'être là quand les moments ne sont pas gais. Et en parlant de courage, je dirais que c'est peut-être le troisième axe. C'est celui de dire la vérité, même quand elle est inconfortable, de prendre des décisions impopulaires et aussi de reconnaître ses erreurs, parce que évidemment on en fait tous, mais pouvoir les reconnaître et corriger le plus rapidement possible. Voilà. Je pense que c'est les différents axes qui construisent le leadership. Oui. Dire la vérité, c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, mais qui est dur à faire dans des contextes corporate parce qu'on a parfois peur de heurter, on a parfois peur d'être trop direct, on a parfois peur de blesser. Donc comment tu gères cet aspect-là qui est effectivement fondamental? Mais il faut trouver, à mon avis, le bon équilibre entre, d'une part, une communication directe, une communication vraie, mais aussi de la bienveillance. L'objectif, c'est sûrement pas de faire mal, sûrement pas de blesser, mais c'est de trouver le bon équilibre et d'accompagner finalement le message que l'on donne quand il est pas simple à donner. Oui, oser dire. Oui, Oser. je pense. Je me suis un petit peu renseigné sur toi quand même. Ok. On m'a aussi parlé de ta capacité à décider. On a dit, Julien, c'est un mec, ça avance, il décide, il ose y aller. Ça rejoint un petit peu, hein, le oser dire, juste, etc. Donc je dirais que ça, c'est une caractéristique qu'on te prête.
Oui. Alors, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Je ne sais pas, mais il y a un principe que j'applique systématiquement. C'est, à un moment donné, je donne plus d'importance à la vitesse d'une décision qu'à la qualité de la décision. Je Ah, pense qu'une décision prise rapidement a toujours plus d'utilité qu'une décision qui est reportée, même si elle est meilleure après avoir été reportée. Parfois, on se trompe, c'est pas grave. On prend conscience de ses erreurs, on corrige, on adapte. Et au plus vite on détecte une erreur, au plus vite on peut la corriger. Mais les zones d'incertitude, le vide, je pense que c'est inconfortable pour tout le monde. Oui, je pense qu'un leader prend des décisions vite, parfois se trompe, parfois assume ses erreurs et corrige. mais ça, c'est une belle exemplarité, hein, parce qu'effectivement, montrer qu'on peut faire des erreurs, il y a rien de pire qu'une organisation qui est paralysée par la peur de faire une erreur, où rien ne se décide, rien n'avance. Donc, tu nous expliques là l'exemplarité par un exemple concret, c'est vraiment très chouette, quoi. Est-ce qu'il y a des principes que tu vas appliquer? Donc, je comprends tes éléments de leadership. Est-ce qu'il y a des principes qu'on retrouve systématiquement quand on travaille avec toi? Mais je parlais de vitesse, je pense que ça c'est un principe. Le deuxième, c'est la transparence. Ouais. Pour moi, un leader n'a pas à tout savoir ni à tout contrôler. En revanche, il doit partager l'information, dire ce qui se passe, le bon comme le moins bon, et expliquer le pourquoi des décisions. Cette transparence, c'est la clé pour la confiance et la responsabilisation. S'il n'y a pas de transparence, impossible de responsabiliser les équipes pour moi. Et quand les équipes comprennent les enjeux, comprennent ce qui se passe, ben, elles deviennent alors partie prenante et elles s'engagent naturellement dans les initiatives et les projets. Alors c'est parfois inconfortable, mais je pense que c'est la seule façon de construire une organisation solide et résiliente. C'est clair, hein. Alors la transparence, effectivement, ça évite les non-dits, Oui, hein, et ça évite le fameux éléphant dans la pièce, hein. Tu vois, parfois on dit un éléphant dans la pièce, c'est-à-dire tout le monde le voit, mais personne n'en parle. Quand un leader est transparent, je pense qu'il va éviter ce phénomène-là. Parlant de transparence, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une genre de tendance dans les organisations? On sait qu'on va avoir la directive pour la transparence salariale. Est-ce que tu sens un genre de mouvement inexorable vers de plus en plus de transparence? alors, je pense en tout cas que c'est ce qui devrait traverser la majorité des organisations. Je pense que aujourd'hui, on peut parler des attentes des nouvelles générations ou simplement des collaborateurs aujourd'hui. On peut parler de sens, on peut parler de plein de choses, mais je pense que la transparence est une attente très forte. Et je pense que si on veut pouvoir onboarder, retenir les talents et les attirer chez nous, on doit être exemplaire à ce niveau-là. Oui, clairement. Ouais. Chouette. Est-ce qu'il y a des tendances ou des choses que tu entends au niveau leadership ou RH où tu dis non, là, moi, je n'adhère pas? Sans doute. Sans doute. Euh, je dirais que le premier élément, c'est la sacralisation des process et des méthodes. Ok. Euh, je le dis souvent aux équipes, un process ou une méthode, c'est pas une fin en soi. Simplement juste une façon d'atteindre un objectif, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode à mon avis. Dans plein d'organisations, et sans doute que ETIAS en fait partie en partie en tout cas, on adore empiler les frameworks, les méthodes, les process. Mais dans un monde qui bouge aussi vite que celui dans lequel on vit, ce qui compte, c'est les gens et la façon qu'ils ont de pouvoir s'adapter et travailler entre eux. Je prends un exemple pour illustrer ce propos. Pendant la période Covid, au début de la crise sanitaire, on a dû rapidement organiser le travail à distance de plusieurs milliers de collaborateurs. On n'avait pas un guide ou une méthode ou un process pour ça. Par contre, ce qui a permis de le faire bien et de le faire vite, c'est que les collègues se connaissent, les collègues se font confiance, les collègues sont engagés et les collègues sont capables de se parler et de trouver des solutions entre eux. Et ça a plus de poids qu'une bonne procédure ou qu'une bonne méthode, à mon avis, pour atteindre un objectif. Le deuxième élément, peut-être dans les pratiques RH qui me questionne, c'est la croyance que la performance ne se mesure uniquement qu'à court terme. Donc il y a évidemment une performance à court terme qui est nécessaire, mais on ne doit pas regarder que le trimestre qui est en cours, il faut un peu lever les yeux et regarder plus loin. Et on a besoin de sociétés
d'entreprise qui soit résiliente et qui soit robuste. Et ça, c'est, à mon avis, complémentaire à des organisations efficientes uniquement sur le court terme. Et puis, il y en a un troisième, peut-être, et tu vas me dire que c'est un peu simple pour moi de venir avec ça, mais c'est la croyance que la rétention des talents est une priorité absolue. Alors oui, c'est important de conserver ces talents, et quand je dis que c'est simple pour moi, on a eu déjà l'occasion, je pense, d'en discuter. On a un taux de rétention qui est extrêmement bon chez Etias, avec un taux de départ qui est aux alentours de 1,2, 1,3%. Donc c'est un peu facile pour moi de dire ça, mais finalement, ce qui compte plus que la rétention, c'est l'expérience qu'on fait vivre aux talents dans l'organisation, les opportunités de développement qu'on leur donne, et à un moment donné, si le bonheur du collaborateur n'est pas chez nous et qu'il est ailleurs, on doit pouvoir accepter et vivre avec ça, tant qu'il garde un bon souvenir de son expérience chez nous, tant qu'il reste un ambassadeur de l'organisation, et peut-être qui rejoindra l'organisation quelques années plus tard. Et finalement, c'est qu'on a bien fait notre job de HR, c'est qu'on a été identifié de bons talents, qu'on l'a fait grandir, qu'on lui a donné de l'employabilité, et si son bonheur est ailleurs, on doit vivre avec ça. Alors je dis pas que je suis content quand un collaborateur quitte, ce serait faux de dire ça, mais la rétention n'est pas une priorité absolue à mon avis. Oui, et peut-être pas une fin en soi. J'entends là ce que tu exprimes, c'est que c'est le résultat de toute une série de choses, et donc c'est une mesure du succès d'une pratique RH et managériale, mais ça ne doit pas être une fin en soi. C'est clair. Ouais. C'est clair. Oui, alors, très intéressant ton premier point sur la sacralisation des process et des méthodes. Ça me rappelle une théorie qui dit que finalement il y a un genre de constante dans la somme du leadership et des process, c'est une constante dans les organisations. Et donc les organisations où il y a énormément de process et de méthodes, enfin une surabondance, c'est un signe d'un leadership faible. Et donc une organisation qui devient bureaucratique, qui veut mettre des règles partout, etc., c'est peut-être le symptôme d'une incapacité du leadership à insuffler un mouvement, une prise de risque, des décisions. Le leadership peut être distribué, et ce n'est pas que le fait des responsables de l'organisation. On peut le distribuer dans les équipes. Mais donc, je trouve que c'est très raccord avec ce que tu as dit avant, en disant il faut du courage, dire la vérité, de la vitesse, de la transparence, des prises de décision, une ouverture au risque. Parce que alors, je ne pense pas que tu as dit qu'il ne fallait pas du tout de process, mais du coup, tu n'as pas besoin de cette surabondance de process, puisque tu laisses une place, tu laisses une marge, tu laisses une marge aux gens, tu laisses une marge à l'erreur, et donc c'est très raccord, effectivement. Oui, et je pense que l'engagement, je pense que l'ajustement mutuel des collaborateurs entre eux a autant de force qu'un bon process. Je ne dis pas, comme tu le dis, qu'il ne faut pas de process, mais je pense qu'il faut les deux. Alors moi, je suis quelqu'un qui croit profondément dans la systémique des organisations. Et si on regarde une organisation, on dit que finalement sa performance, c'est-à-dire sa qualité à délivrer ce qu'elle a envie ou ce qu'elle a besoin de délivrer, va dépendre de sa cohésion. Alors sa performance, elle va être suscitée par ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation, ce que son environnement met comme pression dessus. Ça peut être les clients, ça peut être les régulateurs, ça peut être tout ce qui est à l'extérieur de l'organisation, crée des demandes. Et donc la capacité de l'organisation de répondre à ces demandes va dépendre de sa cohésion. Et la cohésion, ça va dépendre de la coexistence de cadres de référence. Et donc il faut quand même un minimum de process. Et de ce point de vue-là, des valeurs, une culture, c'est un cadre de référence, mais va aussi dépendre de la capacité des gens à collaborer. C'est exactement ce que tu disais. Donc et les gens, entre eux, vont pouvoir le faire si on leur donne une boussole, s'il y a suffisamment de points de référence qui vont borner un cadre, mais si le cadre est suffisamment large, on laisse beaucoup d'autonomie aux gens, et c'est cette coexistence de la collaboration et d'un cadre qui va donner la cohésion, et c'est la cohésion qui va rendre une entreprise ou une organisation performante. Et une des boussoles, je me permets d'interrompre, mais une des boussoles qui existe, et c'est pas la seule, c'est la culture entreprise. Alors justement, on y vient, puisqu'on a dit qu'on en parlerait. C'est évidemment une des boussoles importantes, c'est la culture. C'est quoi la culture d'Etias? Définir une culture entreprise, c'est pas simple. Je pense un peu comme vouloir mettre un nuage en boîte.
C'est pas évident parce que la culture, c'est pas uniquement un document PowerPoint ou ce qu'on affiche sur un poster dans les bureaux. C'est quelque chose de vivant et de mouvant. Et c'est quelque chose qui évolue en fonction des succès, des échecs et surtout des gens qui composent l'entreprise. Et donc la culture aujourd'hui est le résultat de tout ça. Et je ne sais pas si tu le sais, on ne l'a pas dit dans l'introduction, mais Etias a plus de 100 ans d'histoire. On a une culture chez Etias qui est forte, qui est en mouvement, qui n'est pas figée. Si je devais la résumer en termes d'énergie, je dirais que la première énergie qui vit dans l'organisation, c'est l'humain avant tout. Et c'est un peu ce que tu évoquais dans ce que tu as ressenti quand tu nous as rendu visite dans le nouveau bâtiment, finalement. Je pense qu'on est profondément connecté aux gens. On est profondément connecté à nos assurés, à nos collaborateurs, à nos partenaires et plus globalement aux citoyens. Je pense que on ne prend pas de décision chez Etias, quel que soit le niveau de prise de décision dans l'organisation, sans penser à l'impact humain qu'il y a derrière la décision. Et ça, je pense que c'est un élément qui change fondamentalement notre façon de travailler et qui est un élément vraiment de singularité chez Etias. La deuxième énergie, peut-être, c'est la proximité et la simplicité. Alors, on a un siège à Liège pour la partie francophone du pays, on a un siège à Assel pour la partie néerlandophone du pays. Alors, les Liégeois et les Limbourgeois ne sont pas exactement les mêmes que les citoyens des autres provinces, mais chez nous, la hiérarchie, elle est accessible. On n'utilise pas du jargon inutilement. On se parle, on se connaît, on se tutoie. Philippe connaît le prénom de la majorité des collaborateurs et embrasse tout le monde. Et c'est cette proximité, quand on parlait tout à l'heure d'ajustement dans des situations de crise comme la situation sanitaire, et il y en a eu d'autres, hein, on peut parler évidemment des inondations qu'on a connues en 2021, cette proximité qui nous permet d'être rapide et d'être agile, je pense. La troisième énergie qui vit très fort dans l'organisation, c'est l'engagement sociétal et l'innovation. Donc, la volonté d'innover. Donc, je pense que Etias, c'est une entreprise qui se remet en permanence en question. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire au niveau de la direction des ressources humaines, qui se remet en permanence en question, mais qui se remet en question aussi pour avoir de l'impact sur la société, pour rendre nos services plus accessibles, plus justes, plus utiles. Et finalement, on n'a pas vocation à être une entreprise qui ne regarde que les chiffres. C'est important, c'est ultra important, et Etias délivre un résultat qui est exemplaire depuis quelques années. Mais à côté du résultat, à côté des chiffres, il y a finalement qu'est-ce qu'on apporte à la société. Je pense que cette culture, elle se ressent très fort à l'intérieur et elle se ressent aussi à l'extérieur. C'est ce que tu évoquais au début, et ça génère énormément de fierté et d'engagement de la part des collaborateurs. C'est quelque chose que l'on mesure régulièrement, et c'est des éléments qui ressortent vraiment comme des points de satisfaction pour les collaborateurs et des points de fierté pour les collaborateurs. Comment est-ce que dans une culture comme ça, on évite le paternalisme ? Je ne réponds pas directement à ta question. Je pense que le premier élément à risque dans une culture comme ça, c'est à un moment donné de ne pas trouver l'équilibre entre la performance et la bienveillance, finalement. Donc, voilà, ça rejoint un peu ta question. Et donc, c'est un exercice d'équilibriste. Pouvoir trouver le bon équilibre et s'assurer que la performance qu'on délivre à certains moments nous permette aussi de vivre des moments plus confortables, mais aussi que ces moments de bienveillance nous permettent d'être plus performants à d'autres moments en fonction des situations et des crises que l'on peut rencontrer. Paternaliste, je ne dirais pas ça, parce que le degré d'empowerment dans une culture qui est forte, il est élevé. Et donc, je ne pense pas qu'on ait des leaders chez Etias qui pensent tout savoir ou qui pensent avoir l'obligation de protéger ou de dire aux collaborateurs ce qu'ils doivent faire. Les collaborateurs, ils sont autonomes, ils sont grands, et la culture, c'est le cadre de référence dans lequel ils peuvent évoluer.
C'est très riche, effectivement, empowerment, autonomie. Alors, quand je parlais de paternalisme, la pire définition que j'ai entendue du paternalisme, c'est je t'offre ma protection en échange de ta soumission, hein. Et donc, c'est pas ça que j'avais en tête, évidemment, hein. Donc, c'est la définition plus classique d'un manque d'empowerment, justement, hein. Mais donc là, vous avez réussi à contrer ce qui pourrait arriver dans certaines organisations, quoi, qui Clairement, sont et on le liées là-dessus. mesure, et on le mesure à travers l'engagement des collègues, parce que voilà, derrière l'empowerment, il y a de l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'empowerment. Et ce sont des éléments sur lesquels on a généralement de très bons résultats quand on sollicite l'avis des collaborateurs. Alors, tu l'as dit, Julien, la culture, c'est pas une question d'affiche, hein, pas que, hein. Il y a peut-être une communication quand même, il y a une explicitation à faire. Mais comment vous la faites vivre? Je pense que la culture, elle n'appartient pas au RH ou à la direction générale. Je pense qu'elle appartient à tout le monde dans l'organisation. Ce qui ne dispense pas évidemment la direction ou les ressources humaines, mais de la faire vivre, de la nourrir, de la faire évoluer et de s'assurer qu'elle reste bien vivante. Mon rôle, je le vois comme la recherche d'un équilibre permanent sur, d'une part, m'appuyer sur ce qui fait notre ADN pour soutenir nos ambitions stratégiques, et d'autre part, faire évoluer cette culture pour qu'elle reste en phase avec les défis d'aujourd'hui et encore plus les défis de demain. Pour gérer cet équilibre entre m'appuyer sur la culture et la faire évoluer, je pense que, il faut aligner les discours et les actes. Donc, on peut avoir les plus beaux slogans du monde, si les comportements ne suivent pas, ça ne marche pas. Et donc, la cohérence me semble clé. Je te donne un exemple. Quand on dit que l'humain est central chez Etias, c'est pas juste un mot. Ça veut dire qu'on déploie des pratiques RH et sociales très concrètes. Par exemple, un accompagnement renforcé pour les collègues qui traversent des difficultés ou des dispositifs pour soutenir la santé mentale et le bien-être des équipes. C'est généralement des éléments qui sont assez bien scorés dans notre enquête Top Employer, surtout de la partie well-being, accompagnement des collaborateurs. Deux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait du bâtiment, c'est créer des espaces pour que la culture s'exprime. Donc, la culture, pour qu'elle vive, elle ne doit pas simplement être décrite dans un PowerPoint. Elle vit dans les interactions entre les collègues. Et donc, notre job, c'est de créer des espaces et des moments qui permettent ces échanges. Alors oui, il y a des événements de célébration, il y a des réunions d'équipe, mais c'est pas suffisant. L'exemple que tu donnais avec le barista tout à l'heure, c'est un exemple de lieu où les collègues peuvent échanger et c'est un endroit où la culture vit. Il y en a d'autres dans les restaurants du personnel, les espaces ouverts collaboratifs qu'on a installés dans le bâtiment. Et c'est dans ces moments informels, je pense que la culture se construit et qu'elle se renforce. Et trois, c'est sans doute donner du sens et anticiper. Parce que la culture, elle évolue aussi en fonction des enjeux et des attentes des collaborateurs. Et aujourd'hui, nos collaborateurs attendent pas que des promesses, notamment sur des matières comme la durabilité, la diversité, l'innovation, mais aussi des preuves. Et c'est ce qu'on essaye de faire en communiquant sur ce qu'on met en place, en communiquant sur les résultats de ce que l'on met en place et en expliquant quand ça fonctionne et en expliquant aussi quand ça ne fonctionne pas et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ça, je pense que c'est la façon dont on fait vivre la culture et qu'on la fait évoluer chez Etias. J'ai noté ici que tu as dit qu'il faut aligner le discours et les actes. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans actes, tu mets davantage que les comportements managériaux. Souvent, quand on parle culture dans les entreprises, on dit il y a les valeurs, mais on doit les traduire dans des comportements managériaux. Mais j'ai l'impression que tu vas encore plus loin en parlant d'actes. Je pense que la traduction de la culture ou des valeurs en comportement concerne le management, concerne le leadership, et concerne l'ensemble des collaborateurs. Et donc expliquer à un collaborateur que son comportement est en ligne ou pas avec notre culture ou avec nos valeurs, quand il est en contact par exemple avec un client, ça me semble super important. Super important. Ouais. Et on n'a pas besoin d'ailleurs de leur expliquer beaucoup, parce que la culture vit et qu'on n'a pas besoin de la définir ou de la rappeler pour qu'elle vive et qu'elle soit bien comprise. Mais ce lien-là me semble tout aussi important que les actions ou que le comportement du management.
Et dans les actions, tu mettais carrément des prises d'initiative RH, des politiques RH, et donc c'est mettre aussi en adéquation nos process et nos politiques avec ce qu'on déclare être. Bien Je sûr. pense que c'est souvent le parent pauvre dans l'entreprise. On dit, ah, notre culture, c'est ceci, c'est ça, mais si nos processus ne sont pas ajustés pour refléter cette culture, c'est très mal vécu par le personnel. Ils disent, non, si la culture, ça concerne la manière dont on travaille et que les process décrivent la manière dont on travaille et que c'est différent, ça va créer une tension qui est très difficile à vivre pour les gens, en disant, mais vous déclarez quelque chose, mais en réalité, vous nous demandez de faire autre chose. Je pense que si la culture est simplement décrite et qu'elle n'est pas vécue, si elle n'est pas incarnée par l'ensemble de Oui. l'organisation, on ne parle pas de culture, on parle de marketing. Euh, Ouais. c'est deux choses qui sont différentes. C'est pour ça que je te dis aussi qu'elle n'appartient pas qu'à la direction ou aux ressources humaines. Et qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la façon dont la culture évolue. C'est d'ailleurs un peu paradoxal parce que on aime bien, nous, en tant que RH, dire ah, la culture entreprise chez nous est vraiment bien pour attirer les talents. Mais elle ne dépend pas que de l'action de la direction ou que de l'action des RH. C'est le résultat de tous les comportements qui vivent dans l'organisation, des succès, des échecs, des interactions entre les collaborateurs et surtout de l'histoire de l'organisation. C'est ça qui forge la culture. Il y a une méthodologie qui existe qui s'appelle Why do you stay et qui est une manière de s'intéresser non pas aux raisons pour lesquelles les gens quittent une entreprise, mais aux raisons pour lesquelles les gens restent, et singulièrement des gens qui restent longtemps, qui sont des gens qui font la performance d'une entreprise. C'est de leur poser des questions, de dire mais qu'est-ce qui vous plaît tant pour que vous restiez. Disant c'est ça la vérité, c'est ça. Et donc ça c'est pas du marketing, c'est la vérité de ce qui se passe dans l'organisation. Bien sûr. On pourra partager des liens pour ceux que ça intéresse dans le podcast. Euh, Tu as parlé d'ADN et puis tu as dit une culture qui évolue. C'est quoi la différence et c'est quoi le lien que tu fais entre les deux? Quand je dis que la culture évolue, c'est-à-dire que je te parlais de plus de 100 ans d'existence d'ETIAS, et évidemment, j'étais pas là à la création en 1919, mais une chose est certaine, c'est que la culture, la façon de travailler a profondément changé durant cette période. Est-ce que l'ADN est resté identique? Sans doute. Est-ce que déjà en 1919, l'importance de l'humain, l'importance de l'innovation, l'importance d'impacter positivement la société était là? Je pense que oui. Et c'est très fort lié aux conditions de création de l'entreprise à l'époque. Tu On peux va en pas- parler? Ouais, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif ici, mais c'est une association, si tu veux, au départ. En 1919, on est dans l'après-guerre, dans la reconstruction de plusieurs villes et communes qui décident de s'associer pour se prémunir d'un risque en matière notamment de reconstruction de dégâts. Euh, Oui. et donc, cet aspect de solidarité, cet aspect d'humain, cet aspect d'impact sur la société, je pense que c'était déjà là en 1919. Et ça n'a pas changé. Par contre, tout le reste a changé. La façon Oui. dont on travaille, les priorités, l'importance de la performance, le challenge de cette performance, tout ça sont des éléments qui ont changé. Et si on n'avait pas changé, je pense qu'on ne serait plus là aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette idée de la différence entre l'ADN et la culture qui est un levier de performance finalement. Et donc, si la performance est délivrer ce qu'on doit délivrer, ça change. La stratégie d'une société évolue avec son environnement et donc les leviers doivent évoluer aussi. Les leviers, ça peut être l'organisation, le bâtiment dans votre cas, je pense que c'est un levier de performance. Et la culture, c'est un levier de performance, mais qui va évoluer en fonction de la manière dont on définit les attentes de cette performance, c'est-à-dire ce qu'on a décidé de délivrer en tant qu'organisation. C'est très, très, très cohérent. Est-ce que ça amène parfois des situations paradoxales, voire des tensions, quand on travaille et qu'on fait évoluer une culture? Alors, ce serait hypocrite et sans doute pas vrai de dire que c'est toujours simple et qu'on fait ça les deux doigts dans le nez. Je pense que c'est pas le cas et que en 100 ans, évidemment, on a connu beaucoup de transformations et que tout n'a pas été facile. On a traversé pas mal de crises. On a parlé de la crise sanitaire, on a parlé des inondations, on a eu une recapitalisation il y a quelques années. Donc, toutes ces crises traversées sont l'occasion finalement aussi de transformer ou impactent la culture. Et ça amène parfois des difficultés et des tensions, ça c'est clair.
Prenons un exemple, par exemple, sur la transformation digitale. Voilà. C'est quelque chose qui vit dans notre organisation, comme dans d'autres organisations. C'est un changement culturel important. Ça rend notre organisation plus technologique, plus rapide, plus orientée sur les données. C'est un sujet que j'aime bien. Et c'est pas simple, et ça impacte la culture. Je pense que, généralement, même si ce n'est jamais simple, je pense que généralement, ça se passe relativement bien. Ça se passe relativement bien. Et les clés pour que ça se passe bien, je pense, c'est la compréhension des transformations qui sont réalisées par les collaborateurs. Si je reprends l'exemple de la transformation digitale, ben, on n'a pas présenté le digital comme une fin en soi. D'ailleurs, notre stratégie, elle n'est pas 100% digitale, elle est figitale. Mais on a présenté ça comme un levier pour mieux servir nos assurés, nos partenaires et améliorer le confort de nos collaborateurs. Une fois qu'on a donné l'explication, qu'on a donné le sens, il y a des efforts importants qui sont aujourd'hui déployés en matière d'accompagnement de nos équipes, que ce soit en matière de formation, de gestion du changement, de partage d'expérience, de coaching. Et tout ça, je pense que ça rend les transformations et les transformations culturelles moins anxiogènes. Et ensuite, il y a le dialogue. Donc, et le dialogue, c'est pas que la RH, c'est pas que le management, c'est aussi le dialogue avec les partenaires sociaux, c'est le dialogue direct avec les collaborateurs. Et je pense que, voilà, en travaillant sur ces trois axes-là, c'est jamais simple, ça demande des efforts, mais je pense qu'on a réussi à profondément transformer l'organisation en s'appuyant sur une culture forte, sans perdre notre ADN. Et c'est le chemin qu'on a parcouru ces dernières années. Ça transparaît en filigrane de toute notre conversation, donc le droit à l'erreur honnête, hein, la capacité d'apprendre de ses erreurs. J'ai vu quelqu'un qui publiait sur LinkedIn transformer un pépin en pépite. J'aime bien cette idée-là. Est-ce que tu serais prêt à partager ici une erreur que tu as faite et dont tu as appris? Oui, sans doute, on en fait tous. Donc, je pense que, je vais prendre un exemple, c'est le premier qui me vient en tête, c'est une erreur en lien avec un recrutement. Je suis trompé sur un candidat qu'on a engagé dans une fonction qui était une fonction un peu stratégique. Et si j'essaye de lier les différentes situations où j'ai pu commettre une erreur, c'est un peu paradoxal avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie data. Je te disais que les data, c'était quelque chose d'important. Mais les cas où j'ai fait une erreur, c'est les cas où, factuellement, tous les éléments étaient ouverts et je pouvais foncer, mais où mon intuition me disait de ne pas y aller et que je ne l'ai pas écouté. Et donc, ce que j'en retire comme leçon, c'est de comprendre, en tout cas, quand au fond de moi j'ai un doute, une inquiétude, de comprendre d'où vient ce doute et cette inquiétude et de ne pas simplement la balayer parce qu'elle est contredite par des éléments factuels. Très intéressant. Donc, quand tous les signaux sont au vert, mais qu'on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, faut savoir comprendre d'où vient cette petite voix et d'où vient cette intuition. Et peut-être que les cas où j'ai fait des erreurs, c'est des cas où j'ai pas suffisamment questionné cette petite voix. Intéressant. Les coachs appellent ça la troisième écoute, parce qu'on dit toujours il faut pouvoir écouter les mots des gens, le body language, mais on dit aussi pouvoir écouter ce qu'on ressent Oui, soi-même. exact. Et donc ça, c'est ce que les coachs appellent la troisième écoute. Euh, Partager ses erreurs, ça me fait penser à la notion de fuck up night, et on le mettra dans les références du podcast aussi. Il y a en Belgique la Pulse Foundation avec Ouais. Emmanuel Guillain qui organise des fuck up night, et on voit que c'est un concept effectivement pour transformer les pépins en pépites, hein. Donc se dire comment, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qu'on apprend et comment on évite de répéter les mêmes erreurs et comment avoir une culture qui tolère l'erreur est une culture qui invite à l'innovation parce qu'on ne se sent pas en danger si on fait une erreur. Alors une erreur, ça touche évidemment aux compétences, hein, et donc c'est là qu'on peut apprendre puisqu'on doit en permanence développer nos compétences. On fait la différence entre une erreur sur les compétences, une faute, où là on transgresse une règle,
Et alors, le pire, c'est la trahison, où là, finalement, on rompt un serment qu'on a fait. Donc, c'est pas du tout la même chose, hein, erreur, faute et trahison. Ta fonction nécessite beaucoup d'énergie. Moi, chaque fois que je te vois, tu m'as l'air en pleine forme. Je pense que tu es un lève-tôt, non? Oui, je me lève relativement tôt. Je me lève généralement vers 5h30, 6h. Ouais. Ok, oui, c'est un lève-tôt. Comment tu maintiens cette énergie dans la durée? Euh, une bonne question. Je suis pas un exemple, Frédéric, en matière de vie saine, d'heures de sommeil, de sport. Donc, je vais pas dire que je fais mon jogging tous les matins et que c'est ça qui me donne de l'énergie. Je pense que ce qui me permet de préserver de l'énergie, c'est de faire ce qui m'amuse. Et donc de garder du temps chaque jour au travail pour faire ce qui m'amuse. Alors il y a parfois des journées qui sont plus compliquées que d'autres, mais entre des réunions plus embêtantes, entre des réunions plus difficiles, entre des prises de décision qui sont plus difficiles, j'essaie de garder du temps pour des sujets qui m'amusent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au-delà des sujets qui m'amusent, ben, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie. Ça me donne énormément d'énergie et je pense que c'est ce qui permet aussi de tenir sur la durée. Au niveau de la gestion de l'énergie, il y a moi et puis il y a l'équipe autour de moi. Hein. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver le juste poids de la bienveillance et l'exigence. C'est un peu ce qu'on a déjà évoqué jusqu'à présent. Donc, j'essaye de naviguer sur cette ligne fine. Parfois, il faut pousser, challenger et être un peu plus exigeant. Parfois, il faut juste écouter, soutenir et prendre le temps. Cet équilibre est essentiel. Et puis, à côté de moi, mon rôle, ce que je peux faire pour moi et pour ceux qui m'entourent, il y a aussi ce que l'organisation met en place. Et j'évoquais tout à l'heure les pratiques en matière de well-being, avec des programmes de soutien psychologique, des formations à la gestion du stress, des espaces de travail pensés pour être bien, des initiatives pour encourager l'activité physique, même si je ne suis pas le meilleur exemple, ou des moments de convivialité entre collègues. Oui. Euh, Dans ce que tu dis, il y a une preuve de grande maturité, c'est la capacité à accepter les paradoxes et à vivre dans le monde du et plutôt que dans le monde du ou. Mhm. Et donc, tu l'as dit deux fois, c'est data et intuition. Euh, ça peut sembler être paradoxal. Non, on doit pouvoir intégrer ça, data et intuition. Oui, Tu viens de parler de bienveillance et exigence. On ne doit pas être bienveillant ou exigeant, on doit être les deux, clair. hein. Je sens aussi en filigrane homme et technologie, hein, humain et technologie. C'est pas l'un ou l'autre, c'est C'est toujours clair. la combinaison. Et donc, apprendre à adopter et à être à l'aise dans ces paradoxes, je pense que c'est une preuve de grande maturité professionnelle. Et je pense que dans le développement des managers, c'est un élément essentiel d'aider à apprivoiser cette complexité liée au paradoxe, hein. C'est magnifique. Euh, Parlons un peu des talents. Comment tu t'as dit que tu es un homme qui attache de l'importance à la proximité, à l'humain. Comment tu appréhendes le talent? Comment tu vois le talent dans l'organisation? Je pense qu'il faut distinguer la notion de talent et la notion de performance. Donc, la performance est peut-être une des composantes du talent, mais ce n'est pas la seule composante. Donc, je pense que le talent, c'est quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui relie, qui fait des connexions et quelqu'un qui ose. Qui apprend, c'est-à-dire qu'il est capable d'acquérir de nouvelles compétences, de, de mettre en œuvre ces compétences. Quelqu'un qui relie, c'est-à-dire qui crée des ponts entre les équipes, qui crée des ponts entre les gens, qui crée des ponts avec aussi l'extérieur. Et quelqu'un qui ose, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de courage, euh, qui fait preuve d'investissement, qui ose sortir du cadre et qui ose challenger le statu quo. Ça Oui, mais pour- c'est un super conseil que tu donnes là en termes de développement de leadership. Donc, je répète, quelqu'un qui apprend, donc qui est curieux, quelqu'un qui connecte, qui voit les liens et puis qui ose. Oui. C'est vraiment un très beau conseil pour des gens qui veulent investir dans leur carrière, ça. Oui, je pense que c'est des éléments clés et c'est des conseils qu'on m'a donnés au début de ma carrière. Là, c'est des éléments qui restent un peu marqués chez moi. Donc, il y a la partie performance, il y a la partie engagement et puis il y a la partie potentielle aussi dans le talent. C'est-à-dire, finalement, au-delà de la situation actuelle,
comment est-ce que ce talent va pouvoir évoluer à terme. Et Ouais. alors, comment est-ce qu'on accompagne les talents chez ETIAS? On met en Oui. place une série de choses. Je peux te donner un exemple avec notre programme Young Talent, qui est un exercice réalisé annuellement d'identification des talents dans l'entreprise Ok. et un accompagnement spécifique qui leur est offert, une visibilité, une exposition euh, qui leur est offert aussi dans la structure, euh, entre eux, avec un accompagnement interne, avec un accompagnement externe, mais aussi avec un accompagnement du senior leadership. Alors il en Oui. faut, c'est important, il en faut pas trop, parce que l'idée c'est pas de cloner les anciens leaders chez les futurs leaders, donc il en faut mais pas trop. Ça marche bien, et il y a un vrai engagement des talents qui s'inscrivent dans ce programme. Il y a un vrai engagement aussi de leurs responsables hiérarchiques qui leur autorisent finalement de s'engager dans cette démarche. Les collaborateurs qui souhaitent s'inscrire dans la démarche doivent d'ailleurs avoir un courrier de recommandation de leur responsable direct sur les éléments qu'on a évoqués en termes d'apprentissage, de capacité à oser, en termes de potentiel, ce qui pour nous est une information super utile après dans l'accompagnement de ce talent. Je parle d'accompagnement et pas de gestion parce que je ne suis pas convaincu qu'il faille gérer les talents, il faut les accompagner. Et puis Wow. le talent, il doit aussi se gérer seul et se développer seul en partie. Attends, est-ce que j'ai bien compris donc qu'il y a un processus d'identification, mais aussi un processus de candidature? Oui, exact. Exact. Ok. Et donc, les gens D'ailleurs, un candidatent pour... processus de candidature plus qu'un processus de sélection. Intéressant. Et donc là, tu détectes, enfin, l'organisation détecte dans la candidature si on a les caractéristiques dont tu viens de parler. Et tu parlais d'un accompagnement. Quel est l'accompagnement qu'on donne à ces talents-là? Alors, ce qu'on déploie comme méthode, comme organisation avec eux, c'est qu'on les accompagne pendant quasiment un an Mhm. en leur donnant pour mission de travailler sur un projet stratégique qui existe dans l'organisation et qui n'est pas créé pour l'exercice, c'est un vrai projet stratégique qui existe dans l'organisation qui leur est confié. Et en fait, travailler sur ce projet est important pour l'organisation, mais c'est aussi le prétexte pour les accompagner en matière de qualité de leadership ou de management. Et donc, à travers leur travail sur ce projet, ils ont un accompagnement interne et externe sur toute une série de dimensions qui nous semblent importantes en termes de leadership. Ils ont des contacts avec le comité de direction. Ils ont également de l'accompagnement externe et ils doivent faire preuve d'un engagement important parce que ce qu'on leur demande, c'est que cette période d'investissement dans le programme se fasse en plus de leur métier premier. Donc, c'est pas qu'ils sont libérés pendant un an, ils font leur job et ils font ça en plus. Donc, ils doivent faire preuve de pas mal d'engagement durant cette période parce qu'ils doivent pouvoir cumuler les deux. Et ça marche super bien. Et ça marche super bien parce qu'ils développent leur réseau interne, parce qu'ils osent, ils travaillent sur des projets qui ne sont pas forcément dans leur domaine d'expertise. Et donc, on a des jeunes actuaires qui travaillent sur des projets d'automatisation de processus au niveau de la gestion de sinistre. On a des RH qui travaillent sur la création de nouveaux produits d'assurance. Et donc, ils osent, ils acquièrent de nouvelles compétences, ils se connectent et ils gagnent en exposition vis-à-vis du senior leadership de l'organisation. Et ça porte des résultats qui sont extrêmement positifs. Je dirais que plus ou moins 75% des collaborateurs qui, ces dernières années, sont passés dans ce programme, qui pour certains sont très jeunes, ont pris dans les 2-3 ans après le programme une fonction de leadership dans l'organisation. Ouais, c'est pas étonnant, oui, oui. Alors, il y a combien de personnes qui sont dans ce programme chaque année? Alors, on essaye d'en intégrer une vingtaine chaque année dans le programme. C'est Alors, fantastique. Tu sais, je dis une vingtaine parce que si on est convaincu qu'on a 22 talents, on en met 22. Et si on n'est pas convaincu sur certains profils, on en met moins, c'est tout. Donc voilà, une vingtaine par an. j'adore. Ça me fait penser, et on mettra des références aussi, au 40 Under 40, qui est Mhm. ce genre d'initiative Clairement, qui se passe hors de l'entreprise, mais j'ai l'impression que ça participe au même esprit. bien sûr. Et ce que je trouve de singulier ici dans ce que tu as expliqué, c'est le fait qu'on fasse un acte de candidature.
D'une part, je trouve que c'est chouette parce que c'est inclusif, ça permet à tout le monde, je comprends qu'il n'y a pas trop de verrous à l'entrée, donc c'est vraiment les qualités propres de la personne. Et ça va éviter ce qu'on trouve dans les organisations qui font plutôt uniquement un processus d'identification top-down qui peut exister par ailleurs, mais on sait que dans les organisations qui font uniquement un processus d'identification top-down, si on dit à quelqu'un tu as un top talent, il y a un risque qu'il prenne la grosse tête, qu'il Mhm. pense que c'est un droit à quelque chose. Or ici, j'ai l'impression que en demandant aux gens qui est intéressé de participer, etc., ça leur donne plus un devoir vis-à-vis de l'organisation. Et donc, c'est remarquable. C'est très, très chouette. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, un peu au miroir de ce programme Young Talent, c'est un programme aussi pour les collaborateurs qui sont plutôt en fin de carrière. Sur Oui. comment est-ce que je peux encore trouver, même s'il me reste 5 ans de carrière devant moi, comment je peux trouver l'énergie nécessaire pour transmettre, pour accompagner les jeunes recrues, comment est-ce que je veux terminer ma carrière dans de bonnes conditions. Et donc on accompagne également cette population-là au miroir un peu de ce qu'on fait pour les jeunes talents, avec des enjeux différents, avec des méthodes différentes, mais on le fait aussi. Quand j'étais CHRO, on avait décidé de mettre en place, on avait fait un essai pendant un an d'un Employee Sounding Board. Et on avait suivi le même genre de processus où les gens pouvaient postuler. On a dit on va choisir 12 personnes. Et en fait, on n'a pas pu choisir. On a pris tout le monde qui a postulé parce que les candidatures étaient porteurs non seulement d'une telle qualité dans la manière dont les gens avaient expliqué leur envie de participer à ce projet, mais d'une telle motivation. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'être dans l'Employee Sounding Board quand il a fait un tel acte, une telle énergie de candidature. Et ce sont des équipes qui se sont auto-organisées, ils ont eu des coachs et l'idée était de faire des recommandations au management. Ce n'était pas toujours facile parce que le management se retrouvait confronté à des recommandations. Il fallait aussi prendre une posture d'écoute et pas une posture de oui, oui, mais ça ne marchera pas pour telle et telle raison. Ouais. Et donc, c'était un exercice à faire qui, par la suite, s'est transformé dans des exercices davantage d'intelligence collective qui concernaient à ce moment-là pratiquement toute l'organisation. Mais donc l'acte de candidature, je trouve que c'est pas mal et ça responsabilise aussi. On- les RH disent souvent il faut que les employés prennent leur carrière en main, soient responsables de leur développement. Mais voilà un exemple d'une organisation qui permet aux employés qui ont envie, qui ont de l'appétit, de nourrir cet appétit. Voilà. Ça demande aussi, Frédéric, pas mal de courage managériel. Eh oui, Parce que quand un talent dans un département, dans une équipe, demande à son responsable de lui faire accourir des recommandations, et surtout maintenant qu'on a un peu d'expérience dans le système, le responsable n'est pas certain que le talent va rester. Parce qu'il va gagner en exposition, parce qu'il va rencontrer d'autres personnes, parce qu'il aura peut-être envie de postuler en interne, et on encourage très fort la mobilité interne dans un autre département, dans un autre service. Et donc je pense que ça nécessite aussi pas mal de courage managérial, de se dire que le talent n'appartient pas à un responsable, qu'il appartient d'abord à lui-même et puis à l'organisation, et que le rôle du manager dans l'accompagnement des talents dépasse son propre département ou sa propre équipe. c'est vrai que le talent n'appartient à personne et il faut qu'on explique à nos managers, à nos leaders que finalement, ils reçoivent temporairement à disposition certains talents qu'ils sont priés de remettre à disposition plus compétents qu'ils ne les aient reçus. Alors là, J'aime bien l'approche. voilà. Alors et en même temps, comme tu fais ce genre de programme tel que tu le décris, à un moment, tes leaders sont passés par là et ils verront tout de suite aussi l'avantage de l'offrir à d'autres, Bien je sûr, pense. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Très très chouette. Tiens, est-ce que tu observes ça fait longtemps là que tu es dans les RH, dans la même société. Est-ce que tu observes des nouvelles tendances, des nouvelles attentes auprès du personnel? Oui, Mhm. je ne vais pas être redondant avec ce que j'ai dit. Avant, on a beaucoup parlé de quête de sens. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Oui. Euh, je ne vais pas revenir non plus sur la partie transparence. Je pense qu'on en a également parlé en début de podcast. Je vais revenir peut-être sur un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est le besoin de flexibilité et d'autonomie. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs, d'ailleurs qu'ils soient très jeunes ou moins jeunes, ils veulent pouvoir organiser leur journée de travail différemment, trouver le bon équilibre, avoir de l'autonomie dans la façon de faire leur job. Et c'est important parce que quand on donne de la flexibilité, je pense qu'on reçoit en retour de la responsabilité, de l'engagement et de la performance. Et donc c'est bien pour un employeur d'en tenir compte.
Et je pense que les collaborateurs, ils veulent être de plus en plus acteurs et pas spectateurs de ce qui se passe dans les organisations. Oui. Euh, Chouette, comment tu gères ceux qui ne jouent pas le jeu? C'est-à-dire, Mais tu dis, quand on donne de la flexibilité, on reçoit en retour de la responsabilité, de l'engagement et de la performance. Il y a toujours un petit pourcentage du personnel qui peut ne pas donner ça en retour et confondre flexibilité avec d'autres choses. Comment tu gères ça? d'abord, c'est une responsabilité managériale Oui. de gérer ça avant d'être une responsabilité RH. Et puis, quand ça devient une responsabilité RH, on l'accompagne de façon conforme à nos valeurs. C'est-à-dire que d'abord, on explique, on accompagne, on prend par la main. Euh, Cet accompagnement, il a aussi une limite. C'est-à-dire que si on gère la performance, si on veut pouvoir être bienveillant dans une organisation, il faut aussi parfois gérer la non-performance. Et donc, on gère les deux. On gère la partie performance, on gère la partie non-performance. Ouais, important. On dit finalement que les gens qui sont performants et engagés ne comprennent pas pourquoi le management tolère si longtemps les gens qui sont ni performants ni engagés. Donc il y a une responsabilité, un courage, on revient au courage, oser de confronter et prendre les mesures qu'il faut prendre, quelles qu'elles soient, pour ne pas laisser des situations comme ça dans une forme de statu quo. Mais il faut le faire de façon, je dirais, alignée et cohérente avec les valeurs de l'organisation. Et donc, je pense que chez ETIAS, il y a un élément euh, qui est clair dans ce type de situation, et c'est connu très très fort de mes équipes RH, c'est connu aussi des organisations syndicales, c'est qu'on a Oui, tous droit à une deuxième chance, quoi. Tous. oui, oui, oui. C'est bien. Ça crée de la sécurité, hein. Donc on revient à la notion d'erreur dont on parlait tout à l'heure. Si les gens ne sentent pas qu'il y a ce droit à une deuxième chance, ça paralyse, hein. Bien Et sûr. une organisation qui est paralysée, c'est pas une organisation qui est performante. Ça, c'est certain. Euh, Est-ce que tu vois des changements qui se produisent, qui vont se produire et qui vont te passionner ou au contraire qui vont t'inquiéter? Euh, Peut-être deux choses. On a parlé tout à l'heure de data. Euh, L'émergence de la donnée au niveau RH, je pense que c'est un peu une tendance clé. Euh, Dans un monde qui est de plus en plus data-driven, je pense que notre rôle en tant que RH, c'est d'accompagner cette évolution-là, tout en gardant l'aspect humain. C'est le et que tu évoquais tout à l'heure. Je pense que la donnée, elle nous donne au niveau RH de la force pour mieux comprendre nos collaborateurs et pour mieux anticiper les tendances ou les signaux qu'on ne perçoit pas directement. Mais ce que je vois comme tendance au niveau data, c'est ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui chez ETIAS. Je pense que certaines organisations s'y frottent, mais objectivement, on ne le fait pas encore aujourd'hui chez ETIAS, mais c'est de pouvoir un peu prédire le comportement des collaborateurs, anticiper les tensions qui peuvent arriver, identifier peut-être des talents qui sont cachés dans l'organisation. Et je pense qu'on a déjà fait le switch, globalement, je ne parle pas que d'ETIAS, mais d'une fonction RH réactive à une fonction RH proactive. Et peut-être Mhm. que la tendance suivante, c'est une gestion RH plus prospective euh, Oui. sur, euh, sur ce qui peut se passer. Mais à côté de ça, comme on le disait, la data, elle ne remplace pas l'intuition, les relations humaines ou le discernement de l'homme. Il y a un danger avec les approches prédictives sur l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de big brotherisation et de se dire, attends, quelle est la liberté, la protection qu'on met autour, liberté des gens, protection de la vie privée? Est-ce que c'est pas dangereux de chercher à faire des prédictions sur les gens? Je pense que le problème, c'est pas la technologie, c'est la façon dont on l'utilise et ce qu'on veut en faire et la finalité de ce qu'on veut en faire. Je pense que pouvoir identifier que tel collaborateur risque de rencontrer une difficulté avant même que la difficulté puisse se produire, c'est peut-être la meilleure façon d'anticiper et de l'accompagner. Euh, je pense que le problème n'est pas la techno, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et la réflexion que tu fais, on peut aussi l'appliquer à l'intelligence artificielle générative ou encore à d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. À propos d'intelligence artificielle, donc tu parlais de la data, effectivement, on est de plus en plus sensible dans le monde RH des data. Et je pense que c'est un message à toute la communauté. Euh,
c'est un incontournable et on va utiliser. Si vous n'allez pas à l'intelligence artificielle, elle viendra à vous, hein. Donc d'une manière ou d'une autre, on doit être dans ce mouvement-là, mais elle n'est possible, et singulièrement en RH, que si on dispose de data structurées et de qualité, hein. Évidemment. Parce que évidemment, une intelligence artificielle qui se base sur une data qui n'est pas de qualité, elle ne donnera pas des résultats de qualité. On dit rubbish in, rubbish out, ou parfois un terme plus fleuri. Et donc, c'est le message à faire passer à toute la communauté RH, c'est regardez si vos datas sont structurées. Et on n'est pas toujours, alors je ne sais pas chez vous, mais on n'est pas toujours en RH organisé avec une gestion documentaire, par exemple, pour nos politiques. Est-ce qu'on a bien les dernières versions? Est-ce qu'elles sont mises à jour, etc. Est-ce que on a des données qui sont dans des systèmes robustes? Et est-ce que ces données sont de qualité? Ça devient de plus en plus essentiel au niveau RH. Ça l'a toujours été, mais là, ça peut devenir carrément bloquant pour aller chercher tout ce que ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle ont à nous apporter. Deux éléments par rapport à ce que tu dis. Qualité de données, tu as parfaitement raison, c'est un élément sur lequel on a beaucoup travaillé dès 2017-2018 avec mes équipes. Dans ma direction, j'ai une entité de People and Organization Analytics qui notamment gère la donnée RH. Donc ça, Oui. c'est quelque chose qui est essentiel, comme tu le dis. Et sur la partie documentation des politiques et des process RH, c'est un élément sur lequel on a dû beaucoup travailler, parce que c'est pas par nature un élément dans lequel on est fort au niveau RH, je pense. Et un élément qui m'a beaucoup aidé à structurer et à documenter ça, c'est la certification de employeur, parce que ça t'oblige à documenter. Et ça Oui. t'oblige à mettre ta documentation à jour. Et chaque année, tu es challengé sur ta documentation. Et donc, voilà, c'est un petit garde-fou pour éviter de retomber dans la dérive qu'on a pu connaître dans le passé. Alors, tu as parlé, ça fait 2 fois que tu parles de la certification Top Employer, c'est important pour toi? Oui, c'est important, sans y accorder une importance folle non plus. C'est important sur deux choses. En termes d'employer branding, je pense que c'est important. Et deux, je pense que c'est un super outil de remise en question et d'amélioration continue. Et Chouette. c'est pour moi la vertu principale de la certification, c'est de pouvoir à un moment donné se confronter au marché et travailler sur les points d'amélioration, pour autant qu'ils fassent sens pour l'organisation, évidemment. Il ne s'agit pas de déployer des actions uniquement pour la certification, mais parce qu'elles font sens pour l'organisation, mais ça permet d'avoir un challenge chaque année par rapport à ça, et un regard différent, c'est-à-dire qu'on a toute une série de feedbacks donnés par les collaborateurs sur ce qu'ils vivent dans l'entreprise, ce qu'ils pensent de la façon dont on gère les ressources humaines. C'est l'avis des collaborateurs. Et puis avoir l'avis du marché avec la certification, c'est complémentaire à mon avis, et c'est deux sources qui sont essentielles dans l'élaboration du plan stratégique HR. C'est effectivement important de pouvoir, dans nos pratiques RH, nous confronter à des cadres de référence. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de débats d'opinion et avoir autant d'opinions qu'il y a de personnes et une opinion de plus, une opinion de plus. Si à un moment on a confiance dans un cadre de référence et qu'on s'y mesure, on peut identifier les gaps et ceux qu'on a envie, ceux sur lesquels on a envie de travailler parce qu'ils font du sens pour nous. Et donc, ça nous met dans l'action, hein. Ça évite de rester dans un débat d'opinion. Ça nous met dans l'action et ça nous permet d'avancer. Et tu l'auras compris, mais l'action, la transformation de l'existence, c'est un peu ce qui me drive au quotidien. Donc, C'est évident, c'est évident. Un homme d'action, c'est évident. Un bulldozer, m'ont dit certains. Euh, on va tout doucement conclure ce podcast, Julien. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui le suivent? écoute, j'ai pas la prétention de donner des conseils aux autres professionnels RH, mais peut-être juste partager une conviction qui me tient à cœur. Donc, je pense que les RH aujourd'hui jouent un rôle essentiel. C'est un rôle complexe, parfois ingrat. Mon CEO dit souvent que la fonction la plus compliquée qu'il a exercée, c'est la fonction de DRH. Mais c'est aussi, à mon avis, l'un des plus beaux métiers, celui de comprendre les femmes et les hommes qui font nos entreprises, qui créent les conditions de succès de notre entreprise. Mais peut-être la conviction que je voulais partager, c'est que le monde ne s'arrête pas au RH. Et je fais lien avec peut-être le premier message que j'ai communiqué sur l'ouverture à d'autres matières. Et les RH ont des bons réflexes. Les RH comprennent les dynamiques humaines, comprennent les enjeux de transformation,
comprennent les équilibres organisationnels. Et tout ça, je pense que ça nous rend extrêmement légitimes pour aller plus loin et pour sortir du monde RH et prendre en charge d'autres sujets stratégiques de nos organisations. Quel serait le conseil que tu te donnerais sur base de ton expérience si tu devais rencontrer le Julien qui débutait chez Etias? Et tout à l'heure, tu as dit que c'est un bon conseil qu'on pourrait donner aux talents quand on parlait de la gestion de talent. Je peux revenir là-dessus parce que j'y crois très sincèrement. Donc, ce que je leur dirais, ce que je me dirais, c'est d'être curieux, d'oser poser des questions, de formuler des propositions, d'accepter d'être imparfait, c'est pas grave, et surtout de croire en ce que l'on fait, parce que sans doute que la confiance est le point de départ des succès. Merci Julien. Merci beaucoup Frédéric. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.